Je suis ravi d'être avec vous ce soir. C'est moi ma grande frustration, c'est de pas vous voir parce que j'adore être en contact, avec les personnes avec, bon, je vous vois pas, mais on me transmettra vos questions. Alors dans un premier temps, voilà comment ça va se dérouler. Cette fois, je répondrai à vos questions, mais après. Donc je vais vous donner on va faire une conférence, parler un petit peu de méditation, et ensuite seulement pour l'instant, donc vous restez, tranquille, vous écoutez, vous asseyez, vous prenez une tasse, un petit thé, ce que vous voulez et puis, voilà et puis on va commencer et ensuite, vous pourrez poser des questions. À ce moment-là, Nathalie me rejoindra puisqu'elle va me lire les questions parce que moi je ne les vois pas et je répondrai, à vos questions, tout de suite après. Voilà. Alors, j'ai d'abord juste répondre à une question parce qu'on m'a fait une remarque, quelques personnes qui m'ont dit: «Mais, pourquoi Nathalie ne s'exprime pas?» Alors, c'est juste une petite précision, c'est l'émission, enfin plutôt la webconférence, c'est Bruno répond à vos questions. C'est juste pour préciser. Quand, Nathalie intervient, notamment dans les stages, quand elle fait des coachings, moi je n'interviens pas. Donc je me mets en retrait. Mais Nathalie vient justement me donner un coup de main parce que comme je ne peux pas voir les questions, ben, elle se met à côté de moi, elle me lit les questions, comme ça je peux vous répondre. Voilà, comme ça la question, j'ai donné réponse à la question, je pense qu'on n'aura plus besoin de revenir sur ce point. Alors, euh, aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup de méditation, il y a beaucoup d'auteurs et certains auteurs excellents qui sont surtout de véritables pratiquants, parce que la théorie, ça ne donne pas grand-chose si on n'est pas véritablement un pratiquant. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on voit fleurir aussi beaucoup de choses un petit peu surprenantes et un petit peu étranges sur la méditation. J'ai vu pas très longtemps, on parlait d'hypnose méditation ou hypno-méditation. On faisait des choses un petit peu curieuses. Je ne voyais pas comment on pouvait associer l'hypnose et la méditation, parce que ce sont des démarches qui sont radicalement opposées. C'est pas du tout ça, ou alors il y a vraiment une confusion dans l'esprit de l'auteur. Et on voit des mélanges comme ça qui se font un petit peu. Alors, juste à titre d'information, comme vous le savez, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu le bonheur de fréquenter de très nombreux sages de différentes traditions, des sages indiens, des sages occidentaux aussi, des sages tibétains. J'ai eu le bonheur de fréquenter Shimon Rinpoché pendant près de 15 ans, qui a été pour moi une source d'inspiration absolument extraordinaire. Personnellement, je suis resté neutre de toute orientation parce que justement, je voulais que cette démarche s'adresse à tous les êtres et que voilà, je pense que le fait d'être peut-être affublé d'une étiquette, peut parfois mettre des barrières à certaines personnes. Donc je voulais que justement tout le monde puisse se sentir à l'aise avec ce genre de démarche. Alors, j'irai pas sur l'historique de la méditation. Vous avez suffisamment aujourd'hui d'ouvrages qui traitent du sujet. Je ne vais pas reparler de plein de choses, de choses que moi-même j'ai déjà dites. On ne va pas revenir sur ce détail. Je vais essayer surtout de vous faire, de vous partager mon expérience et d'essayer de faire un peu le tri. J'ai commencé la méditation, j'avais environ 15 ans. Les circonstances dans lesquelles je me trouvais alors m'ont beaucoup interpellé et m'ont beaucoup amené à m'interroger très rapidement, même très jeune, je crois que j'ai même commencé encore bien avant, à me poser des questions sur le sens de la vie. Parce que je voyais bien mon entourage, les personnes qui m'entouraient n'étaient pas toujours particulièrement heureuses. Et puis je voyais bien, j'ai fait la distinction, plus j'avançais dans la vie, je faisais bien la distinction entre un bonheur, ce qu'on pourrait appeler un bonheur dépendant, c'est-à-dire que si les circonstances se prêtent à nos désirs, répondent à nos attentes, alors à ce moment-là on est heureux. Mais si finalement les vents contraires viennent souffler sur notre vie, notre compagnon ou notre compagne nous quitte, notre patron nous congédie, un drame peut arriver dans l'existence, et on peut voir que ce bonheur finalement est très compromis et facilement remis en question. J'ai fréquenté toutes sortes de milieux, puisque j'ai été SDF, donc j'ai fréquenté des personnes qui étaient dans des situations extraordinairement précaires, vraiment dans de grandes difficultés. Et puis j'ai fréquenté aussi des milieux très riches. Parmi mes amis, certains
était même pratiquement milliardaire. Mais je constatais que finalement, quel que soit le lieu, le milieu dans lequel je me trouvais, euh, en fait, le bonheur ne venait finalement pas des circonstances extérieures. Et si vous regardez, si vous êtes vraiment honnête envers vous-même, vous allez voir que finalement, euh, effectivement, votre bonheur peut être quelque chose de très fragile parce que un riche comme un pauvre va être soumis à des conditions extérieures qui seront peut-être certes un peu différentes, mais un riche va souffrir aussi si sa femme le quitte, en tout cas s'il y est très attaché, s'il perd un enfant, ou s'il a un accident, si ses affaires vont mal, etc. Donc on va voir que finalement, on est tous dans la même soupe. On est tous, euh, on est tous dépendants des circonstances. Et c'est pour ça que la question qui se pose, je pense que c'est par là qu'il faut commencer, quand on aborde la méditation, qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi l'objectif, c'est quoi le but qu'on s'assigne lorsque l'on entreprend une démarche de méditation? Alors quand on pose la question à certaines personnes, on va voir certaines disent bah, moi je cherche juste à me faire du bien, allez bien. Donc il n'y a pas de quête de sens, il y a pas de, c'est juste on recherche comment dire à améliorer son quotidien, à faire en sorte que ça on va faire un petit peu de détente, un petit peu de relaxation, on va essayer de se mettre en paix avec soi-même. Alors, évidemment, les résultats qu'on obtient avec ce genre d'aspiration sont tout à fait à la hauteur justement de l'aspiration. C'est-à-dire que c'est pas, ça va pas très loin, c'est pas très profond, parce que là aussi, et on voit régulièrement des personnes qui viennent dans mes stages ou dans des ateliers que j'anime, des personnes qui me disent, moi je pratique déjà la méditation. Mais quand je leur pose la question, alors elles me disent, moi quand je médite, je me sens vraiment en paix. Je dis, d'accord, mais quand vous êtes dehors, face aux circonstances, qu'est-ce qui se passe? Et on peut voir que finalement, ces personnes, elles sont en paix seulement quand elles pratiquent. Donc je me dis, c'est un petit peu limité parce que à la fin, on finit par rester enfermé chez soi et plus oser sortir et on va être et on reste finalement toujours vulnérable aux circonstances extérieures. Donc on voit que ça, finalement, ce genre de pratique reste très limité quant au résultat et ça ne donne pas des racines très très profondes. Donc là, on peut s'interroger. Par contre, si notre aspiration, c'est vraiment, il y a une véritable quête de sens, d'aspiration, parce que euh, la vie qu'on mène finalement, parce qu'on va voir, il y a deux grandes motivations, j'en parle souvent, que sont la souffrance et la joie. La première, la souffrance, eh bien, il y a un moment, on fait certains, surtout des personnes qui arrivent, qui ont une certaine expérience de vie, on va faire le constat qu'effectivement, eh bien, ils auront traversé pas mal de circonstances adverses, auront vécu l'enfer, on va dire. Et il y a un moment, il y a, soit ils se laissent écraser par le poids de cette souffrance, démissionnent devant l'existence et finalement s'enferment dans une existence terne, sans vie, sans couleur. Ou alors, au contraire, elles vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette souffrance? Est-ce que et comment je peux m'en libérer? Donc il y a et c'est cette souffrance qui va être, comme disent les bouddhistes, comme un aiguillon qui va nous obliger à sortir la tête hors de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration qui va s'élever, se dire bon, j'en ai assez de souffrir comme ça, j'en ai assez de vivre cette vie dans laquelle je vois bien à quel point eh bien, je suis très vulnérable aux circonstances adverses, aux circonstances extérieures, et j'aimerais pouvoir me libérer. Donc là, il commence à y avoir vraiment une quête de sens. Et parfois, malheureusement, il y a des personnes qui sont obligées d'attendre, vraiment d'aller très très loin dans la souffrance pour se dire maintenant ça suffit, j'en ai marre. Et je vois quand je fais d'ailleurs des conférences, c'est extraordinaire comment des personnes sont allées très très loin dans ce processus et ont attendu tellement longtemps pour se dire maintenant, ben, peut-être qu'il serait temps que je prenne ma vie en main et que je suis peut-être pour quelque chose dans ce qui m'arrive et que je peux peut-être le changer. Pas dans le sens d'une culpabilité, mais se dire peut-être qu'il y a une clé qui peut me permettre de me libérer de cette souffrance. Alors, évidemment, on entend souvent les gens nous dire oui, mais les circonstances, justement, mon patron, il est vraiment pas agréable du tout, ma femme est épouvantable, et puis c'est de la faute à mes parents, ils m'ont pas bien éduqué, etc. Donc on va toujours chercher un responsable, finalement, à ces mots, et jamais on va se dire mais est-ce que je ne peux pas y faire quelque chose? Est-ce que on va toujours pointer du doigt et se demander est-ce que ça viendrait pas peut-être quand je dis ça vient de moi, c'est ce que ça viendrait pas finalement de mon esprit. Mais ça on va y revenir, je pense que c'est important. Et puis dans ce processus de réalisation, il y a aussi une autre motivation qui va prendre le relais parce que à force de pratiquer et d'arriver comme ça à se libérer
de la souffrance, et on va commencer à trouver une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine tranquillité, qui au début, évidemment, demeure fragile, mais si on persévère encore et encore, eh bien, on va voir qu'on commence à s'installer, en fait, dans cette tranquillité, que les circonstances adverses commencent à avoir de moins en moins d'emprise sur nous. En fait, ce n'est pas les circonstances adverses, on va voir, justement, c'est plus profond que ça. Et donc là, on commence à ressentir vraiment de la joie. On est animé et habité par un sentiment de bonheur, euh, de paix intérieure, et qui va faire que c'est ça qui va prendre le relais. On commence à voir justement que la pratique commence à porter ses fruits, et on va de plus en plus aspirer à ça finalement. Et, euh, et donc, il y a vraiment ces deux motivations qui vont nous faire avancer dans l'existence. C'est-à-dire la souffrance qu'on ne veut plus, et puis cette joie, ce bonheur qui est pas un bonheur juste apparent parce qu'on a gagné au loto, ou parce que quelqu'un a été gentil avec nous, ou parce que nos patrons nous a augmenté, ou parce que notre compagnon ou notre compagne nous a fait un gros câlin, puis qu'il a été très agréable, nous a apporté des fleurs, je ne sais pas quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus stable, et qui dure. Et donc, là, on sent qu'on commence à tenir quelque chose de solide qui mérite qu'on s'y attarde. Et alors, au début, chez les pratiquants débutants, il y a ce qu'on pourrait appeler des retours en arrière. Enfin, ce n'est pas des retours en arrière, ça veut dire qu'on n'a pas encore gagné suffisamment en stabilité pour arriver à s'établir dans cette sérénité, dans cette tranquillité et dans ce bonheur. Mais à force de persévérer, etc., on finit par y arriver, et il y a quelque chose qui s'installe de manière stable et solide. Alors maintenant, justement, la question qui se pose à nous, c'est quelles sont les véritables causes de la souffrance. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante, parce que nous, dans notre vision habituelle, ordinaire, on va l'attribuer aux circonstances extérieures. On va dire c'est de la faute, cette personne a une attitude agressive à mon égard, mais comme je le répète souvent, si on est très honnête avec nous-mêmes, on va voir que dans les mêmes circonstances, personne ne réagira de la même façon. Il y a des personnes qui seront justement moins vulnérables à une remarque, à une attaque, alors que d'autres vont se blesser facilement, vont se replier sur eux-mêmes, voire vont pleurer, ou d'autres vont se mettre franchement en colère. Et on peut voir à quel point personne n'est égal devant les circonstances. Et pourquoi personne n'est égal devant les circonstances? Parce que personne n'a la même représentation de la réalité. Et on voit que, en fait, entre nous et la réalité, il y a une espèce de filtre qu'on appelle le mental. Et ce mental, en fait, il est composé finalement de toute notre histoire, en fait. Et on a, comme je le dis souvent, on a tous plein d'histoires, en fait. On a des histoires avec les femmes ou avec la femme, on a des histoires avec l'homme ou avec les hommes, on a des histoires avec l'argent, on a des histoires avec le sexe, on a des histoires avec les enfants, et on projette tout ça, en fait, et ça vient interférer, et ça vient, on va le dire très familièrement, ça fout le bordel. Donc, alors, est-ce qu'on peut arriver à se soustraire de ça? Et c'est là, en étant tout à fait honnête, on va voir que finalement, ce ne sont pas les circonstances adverses qui finalement sont la source de souffrance, parce que sinon tout le monde vivrait ces circonstances de la même façon. Mais c'est bien, par exemple, une personne me fait une remarque, c'est ce que ça va libérer en moi. C'est-à-dire que si je me sens blessé, s'il y a une colère qui s'élève à la conscience dans laquelle je vais me laisser emporter, et bien voir, c'est bien cette colère, c'est bien cette réaction, à la différence de l'action, c'est bien cette réaction. Vous savez, réaction, ça veut dire revenir en arrière. C'est bien cette réaction qui finalement vient perturber mon esprit. Parce que si je parvenais à garder ma tranquillité d'esprit, ma sérénité, eh bien peut-être que je pourrais donner une réponse adéquate à la situation. Si par exemple, si vous n'êtes plus vulnérable à la colère, par exemple, si vous avez réussi à vous libérer de ces tendances qui sont présentes en vous, eh bien vous verrez que si vous êtes face à une personne qui est en colère, eh bien vous saurez rester tranquille et écouter et accueillir peut-être cette colère en demandant à la personne, écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Ou peut-être que vous ne direz rien, ou la réponse, elle n'est pas toute faite, elle est fonction des circonstances. En fait, une réponse, elle est toujours circonstancielle. Ça dépend complètement des circonstances, ça dépend de vous, comment vous êtes, etc. Et c'est ce que les bouddhistes appellent la sagesse, c'est-à-dire d'être approprié, de donner une réponse qui est appropriée en fonction de comment vous êtes, de comment sont les circonstances, de comment est la personne, etc. Vous verrez que si vous êtes vraiment attentif, il y a un moment où vous sentez que vous pouvez, la personne est suffisamment ouverte
est réceptive pour que vous puissiez lui dire quelque chose ou lui transmettre quelque chose, puis d'autres fois, vous sentirez que son esprit n'est pas disponible. Mais si vous ne le voyez pas, eh bien, vous serez inapproprié, vous allez faire du forcing, vous allez vouloir, et au niveau de la communication, c'est pas, ça donne rarement de très très bons résultats. Donc, on va voir. Donc ça, c'est très important d'être très très honnête vis-à-vis de soi-même. Tant qu'on se raconte des histoires, tant qu'on se voile la face, si vous faites encore partie de ces personnes qui se disent c'est de la faute aux autres, c'est de la faute au gouvernement, c'est de la faute au Covid, c'est de la faute au confinement, au masque, et tout ce que vous voulez, ça vous libère pas parce que finalement, c'est ce que vous ressentez qui crée ces perturbations. Et on va voir que là, on a une clé justement pour arriver à traverser ces circonstances actuelles qu'on est en train de vivre, de changer justement son rapport. Et ça me fait penser à cette phrase qui a été percutante pour moi d'Aldous Huxley, qui disait « L'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. » Toute la question de savoir ce qu'on en fait. Alors vous allez me dire, bon, je suis enfermé dans un appartement de 30 mètres carrés, je suis confiné, je ne peux pas sortir, etc. Qu'est-ce que je fais? C'est peut-être l'occasion de pratiquer la méditation, beaucoup méditer. Je vais vous raconter un exemple extrême, parce que j'entends tellement de gens se plaindre, mais j'ai rencontré un grand sage tibétain qui avait été emprisonné par les Chinois et même torturé. Il était aux travaux forcés. Et il nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, j'ai passé les plus belles années dans cette prison parce que là au moins j'avais le temps de méditer. Donc j'avais pas d'excuse pour ne pas méditer. J'avais du temps, même s'il y avait des travaux forcés, c'était difficile, c'était fatigant, mais il leur laissait quand même du temps. Donc il a énormément pratiqué pendant son séjour en prison. Il est resté 10 ans en prison. Et moi, quand je l'ai rencontré, j'étais extraordinairement touché de voir la tranquillité, la sérénité de cet homme. Moi, je lui ai demandé à un moment, mais est-ce que vous n'avez pas éprouvé de haine? Il me dit, mais bien sûr, j'ai éprouvé de la haine. Je dis, comment on ne peut pas ne pas éprouver de haine quand on se fait torturer? Mais il disait, mais si je suivais ma haine, c'est moi qui allais souffrir. C'est pas les Chinois, ça allait pas les affecter. Et donc, la méditation m'a permis justement de me libérer de cette haine, d'arriver à ne pas la suivre, de ne pas lui donner d'emprise sur moi, de ne pas lui donner de pouvoir. Et quand j'ai vu comment il était, alors que ça faisait seulement, je crois, quelques mois ou un an qu'il était sorti de la prison, j'ai vu cette tranquillité chez lui qui était assez impressionnante. Donc vous voyez, nous, on est un peu... On n'est pas dans des conditions aussi extrêmes, vous voyez. Donc je pense qu'on peut peut-être faire quelque chose et mettre à profit, justement. Et c'est peut-être l'occasion, justement, d'entraîner notre esprit et de l'amener vers le bonheur. Parce que c'est ça, la méditation. Et ensuite, maintenant, la question qui se pose, puisqu'on a clairement identifié les causes de la souffrance, qui viennent bien de notre esprit, c'est bien cette jalousie qui vient trahir ma sérénité, ma paix intérieure, ce sont bien ces peurs, ces angoisses qui m'empêchent d'être serein, d'être heureux dans l'existence, etc. Donc comment je vais pouvoir m'en libérer? Donc si on les combat, on les fait exister davantage, donc on va voir qu'il y a toute une attitude à avoir à l'égard de ces émotions et de ces pensées apparemment négatives, parce qu'on verra que ce n'est pas aussi clair que ça. Ensuite, la question est de savoir quelles sont les vraies causes du bonheur. Et ça, c'est toute la question. Et donc, on va voir, je vais vous donner un exemple. Posez-vous simplement cette question. Qu'est-ce que vous ressentez quand votre esprit est plein de colère, quand il est plein de jalousie, quand il est plein de peur, etc. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes heureux? Et je connais la réponse. Vous allez me dire, bah non, forcément, je ne peux pas être heureux. Personne n'est heureux quand il est sous l'emprise de ses émotions. Mais par contre, lorsque vous êtes, et j'espère que ça vous est déjà arrivé, que vous êtes ouvert, réceptif, et que, pensez par exemple à un petit enfant qui joue dans la rue, et si vous avez été parent, ou si vous êtes parent, c'est peut-être plus facile. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez? En fait, l'innocence de l'enfant éveille en vous un sentiment d'amour et de compassion spontanée. Sauf si vous êtes un genre de parent un peu militaire comme ça, vous voulez peut-être laisser d'espace aussi. Mais néanmoins, malgré tout, parce que j'ai eu des militaires qui ont suivi mes cours, et évidemment, sont des êtres profondément humains aussi, qui aiment leurs enfants. Mais par contre, quand vous arrivez à vous ouvrir et avoir de la compassion, c'est-à-dire
d'avoir suffisamment de détachement par rapport à votre enfant pour lui souhaiter vraiment de manière authentique d'être heureux, euh, de pouvoir s'éveiller, de pouvoir se libérer lui-même des causes de la souffrance, et bien vous allez voir que vous-même, vous en êtes bénéficiaire. Vous êtes le premier bénéficiaire. Quand vous commencez à souhaiter du bonheur aux autres, euh, évidemment à vous-même aussi, eh bien, vous commencez à vous sentir vraiment beaucoup plus heureux. Et ça se cultive. Et c'est l'objectif de la méditation. Alors, c'est là où il faut faire un peu le tri, parce que c'est vraiment le bazar. Quand je vois, alors, je mets de côté toutes ces méthodes un peu bricolées, l'hypno-méditation, ou je ne sais quoi d'autre, de mélanges un peu bizarres, hein, qui donnent des résultats assez surprenants. D'ailleurs, on a une personne qui était venue sur une conférence pour vous donner justement un exemple. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'elle pratiquait, mais c'était quelqu'un qui a pratiqué pendant 30 ans. Alors dedans, il y avait du yoga, il y avait des différentes choses, etc. Et puis elle pensait qu'elle avait vraiment réalisé quelque chose. Et malheureusement, cette personne a perdu un proche, quelqu'un de très proche, sa femme d'ailleurs, et il était anéanti. Il était complètement anéanti. Il dit, et là, il y avait un rejet complet de la méditation, de ce genre de choses, qui disait, ça sert strictement à rien, j'ai rien, ça m'a rien apporté, etc. C'est pas la méditation qui n'a rien apporté. C'est que là aussi, c'est pareil. Si vous n'allez pas à la racine de la souffrance, aux causes de la souffrance, eh bien vous restez vulnérable aux circonstances adverses. Donc vous pouvez écouter de la musique qui détend, vous pouvez mettre des sons sur les oreilles, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez prendre des postures, mais si vous n'allez pas à la racine de la souffrance, eh bien vous ne pouvez pas, ça ne vous libère pas, il n'y a rien à faire. Alors on va voir comment on va y parvenir. Alors, aujourd'hui, justement, par rapport à la méditation, je pense qu'il y a, et ça vous m'avez déjà entendu le dire, c'est important de faire la part des choses, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. C'est pas juste être assis sur un zafou tous les jours, puis de regarder son nombril ou je ne sais quoi d'autre. C'est pas du tout ça, la méditation. La méditation, c'est vraiment entraîner son esprit et de l'amener de plus en plus vers le bonheur et d'avoir les moyens, ce que les bouddhistes appellent les moyens habiles, pour se libérer justement de la souffrance et des causes de la souffrance. Et donc justement, il faut savoir être habile dans sa manière de pratiquer. Si vous contentez de vous asseoir, et puis de regarder ou votre corps, ou les sensations, ou la respiration, ou n'importe quoi d'autre, ou vos pensées, ça ne va pas forcément vous libérer. Si je vois des personnes qui disent, ben oui, effectivement, moi je me sens, il y a de la tranquillité qui apparaît, je me sens bien, et puis voilà, le copain rentre, énervé, tendu, etc. Puis hop, tout ça, ça s'envole. Donc ça ne tient pas, il y a pas, on reste toujours vulnérable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on entend parler de la pleine conscience. Et on a l'impression que seule la pleine conscience peut libérer. C'est un aspect de la méditation. Et ça, je tiens à le souligner parce que j'arrête pas, je l'entends partout. Et des gens qui font, puis vous savez, c'est très à la mode parce que maintenant, il y a des gens qui me disent, moi je fais du MBSR. C'est une espèce de fierté comme ça, vous savez, je fais du MBSR. Alors, je dis, au début, je ne savais pas ce que c'était, je me dis, c'est quoi ce machin? Et ils disent, non, mais c'est la pleine conscience. Et puis en plus, on met méditation pleine conscience. En fait, c'est un pléonasme, puisque la pleine conscience, et là aussi, et je pense, je vous invite d'ailleurs à aller sur les balades de Bruno, puisque j'ai fait une émission sur la pleine conscience. Quand vous regardez ce que c'est que la pleine conscience, finalement, c'est tiré euh, euh, du pali, en fait, qui veut dire attention. Et en fait, c'est vous développez, vous éveillez en fait votre attention. C'est ça, tout simplement, la pleine conscience. Vous apprenez à être attentif. Mais attentif à quoi? À tout, justement. À tout ce qui vous entoure, aussi bien, mais à ce qui se passe en vous. Ce qui se passe au niveau de votre corps, ce qui se passe au niveau de votre esprit. Et ça vous permet d'être un peu plus conscient, de vous amener de la conscience. C'est pour ça qu'on a parlé de pleine conscience. Mais en fait, la conscience suit l'attention. Quand vous entraînez votre attention, la conscience va suivre l'attention. Et comme la conscience a une qualité de connaissance, elle va vous permettre de connaître, non pas de manière intellectuelle, mais de manière directe, justement, ce qui se passe en vous. Et vous allez vous familiariser, d'abord, avec vous-même, avec tous ces processus aussi bien physiques que mentaux, et ça va vous permettre, progressivement, de commencer à y voir un petit peu plus clair en vous. Donc ce n'est pas une recherche de tranquillité, ce n'est pas une recherche de bien-être, c'est vraiment c'est vraiment d'éveiller cette attention pour y voir plus clair dans sa vie. Comme disait Dalai Lama, si ça ne provoque pas cette claire conscience,
mais ça ne change rien dans notre vie. Ça va strictement rien changer. Vous restez complètement dans l'ignorance. Vous êtes juste dans des états, ce qu'on appelle des états particuliers de la conscience, dans une espèce de, ce que les bouddhistes appellent la méditation des dieux. Vous savez, vous êtes dans une espèce de halo, comme ça, où vous êtes bien, dans votre bulle, ça va bien, vous vous sentez bien, mais bon, voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, vous allez être, dès que vous allez ressortir, vous allez être dans la rue, vous allez vous sentir agressé, vous allez, voilà, les choses ne vont pas aller comme vous désirez. Donc, ça, la pleine conscience, c'est un premier aspect qui est très important d'ailleurs, c'est fondamental, et c'est indispensable de pratiquer la pleine conscience. Ça va apporter une certaine stabilité, un certain recul, mais à condition de savoir s'y prendre. Ensuite, on va voir, il y a ce qu'on appelle les antidotes. Parce que même si, malgré, moi je suis passé par là, malgré toute votre bonne volonté de vouloir rester présent, de rester stable, vous allez voir à quel point justement vos émotions vont vous tirer vers le bas, parce qu'elles ne veulent pas que vous vous libériez, votre mental ne veut pas, c'est rattaché à la survie, donc forcément. Et donc, si vous n'arrivez pas justement à adoucir, par exemple, quelqu'un qui manque de confiance en lui, il va être confronté à certaines émotions, certaines pensées, il risque de refermer la boîte et de se dire non, non, je ne suis pas capable de faire ça. Ou alors la culpabilité va faire que vous n'arriverez pas à pratiquer parce que vous allez vous trouver toujours de bonnes raisons. Oui, mais il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je fasse ceci, cela. Vous êtes toujours accaparé et vous n'arriverez pas à rester tranquille. Donc on va voir qu'il y a plein de tendances au niveau de notre esprit, au niveau de notre mental, justement, qui aurait besoin justement d'un antidote. Et ça, c'est indispensable. Et en Occident, il y a des grands antidotes dont on a besoin. C'est un antidote à la culpabilité. Parce que comme on hérite d'une éducation judéo-chrétienne, on est des personnes très, très jugeantes. On se juge soi-même. Et comme disait un sage tibétain, il n'y a pas pire juge pour soi-même que soi-même, finalement. Donc, on en veut aux autres qui nous jugent, mais finalement, si vous vous sentez jugé, c'est simplement parce que vous êtes déjà juge de vous-même. Quelqu'un qui ne se juge pas, l'autre peut dire ce qu'il veut, ça ne va pas l'affecter. Il se dit, bon, c'est comme ça qu'il me voit, c'est sa liberté, je ne peux pas l'empêcher de me voir comme il me voit, c'est comme ça, mais je sais très bien que, voilà, je n'ai pas ça en moi, ça n'existe pas. Et donc, on va voir que tous ces antidotes vont nous permettre de renforcer la confiance en soi, de se libérer de la culpabilité, comme je viens de le dire, et puis ça va nous permettre aussi d'adoucir des tendances très fortes en nous, comme la colère, comme la jalousie, toutes ces émotions qui peuvent être parfois vraiment violentes, qui peuvent nous emporter. Eh bien, on verra qu'effectivement, il y a certaines pratiques qui peuvent nous aider à nous libérer de ça. Et puis aussi, on a besoin de s'occuper du corps, etc. Donc, il y a des pratiques pour ça qui sont tout à fait appropriées pour arriver à calmer cet esprit, parfois aussi emporté dans l'arrogance aussi, et quand on est plein d'orgueil aussi, c'est tout ça qui nous empêche finalement d'être complètement libre. Donc, ça va compléter la démarche de l'attention ou de la pleine conscience, si vous préférez. Et puis ensuite, il y a un autre aspect qui est très important. Alors, Loïc, justement, va probablement vous mettre, parce que j'ai fait une vidéo complète là-dessus, sur justement les 3 ingrédients dans la pratique. L'autre aspect, c'est la nature des phénomènes. C'est de comprendre la vraie nature des phénomènes. Parce que si, justement, je prends l'exemple de la méditation, ce que vous appelez la pleine conscience ou l'attention, si vous n'avez aucune conscience de la vraie nature de vos pensées, elles vont vous trimballer. Vous allez leur donner un pouvoir qu'elles n'ont intrinsèquement pas. Alors que justement, si vous avez médité sur la véritable nature de vos pensées, sur la véritable nature de votre esprit, vous allez pouvoir beaucoup plus aisément vous libérer de l'emprise justement de ces pensées. Et donc ça nécessite justement de méditer de manière analytique aussi, mais aussi de manière beaucoup plus profonde encore pour arriver à avoir cette pleine conscience de la vraie nature des phénomènes. Et là, vous avez quelque chose de très complet. Et c'est pour ça qu'entre autres, dans Ressources Actualisation, moi j'ai proposé une méthode justement qui réunit tous ces éléments et qui est parfaitement adaptée à l'accidental. Alors au début, j'avais même des moines qui venaient chez moi, des moines, j'ai eu des moines zen, j'ai eu un peu pas mal de traditions qui sont venues. Les gens étaient un peu surpris au début, ils me disaient, mais pourquoi vous pratiquez allongé? La méditation, ça se pratique assis. Je dis oui, mais prendre l'occidental, c'est pas si simple que ça en fait. Quand les occidentaux se mettent assis, ils sont là, puis ils attendent et ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Et puis, il y a un autre aspect qui est très important. Il ne faut pas oublier aussi, c'est que les Tibétains, les Indiens, pratiquent depuis des millénaires. Nous, on vient de découvrir ça il y a quelques décennies.
même s'il y en a qui pratiquaient déjà avant. Moi, je pratique depuis 45 ans. Et au début, d'ailleurs, ce n'était pas de la tarte. Mais j'avais la chance de ma jeunesse, parce qu'on a tendance aussi à se mettre assez facilement dedans. Mais je me suis rendu compte, effectivement, que c'était pas si simple que ça, en fait, de méditer, de rester assis. D'autant plus que la posture, au bout d'un moment, peut provoquer des troubles. Je vois des gens qui vont faire Vipassana, parce que j'ai fait Vipassana, mais ils reviennent avec des sciatiques, avec des trucs épouvantables, c'est assez extraordinaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus adapté, justement, de notre mentalité occidentale? Alors j'ai eu le bonheur de rencontrer un être absolument incroyable qui est décédé aujourd'hui, que j'ai fréquenté pendant 30 ans, on était vraiment très amis. Il était 20 ans, mon aîné. C'est Gérard Durus qui a, au départ, qui avait une formation scientifique en physique nucléaire, et puis après, bon, il a eu tout un parcours. Et puis surtout, il a rencontré, il a fréquenté de très nombreux maîtres pendant très longtemps. Parce quand il était à l'école, quand il étudiait la physique en Angleterre, il avait un ami qui était un fils de Maharaja. Et lui, il était en pleine crise existentielle. Et puis, ce fils de Maharaja lui dit, écoute, il faut que tu viennes en Inde, tu vas avoir des réponses, puisque nous, dans les familles, dans les familles de Maharaja, on a tous un maître, un guide, donc tu peux venir. Et puis bon, il hésitait, puis finalement, il est allé là-bas, et il a dit, ça a complètement révolutionné ma vie, puisque lui, qui avait un esprit extraordinairement rationnel, scientifique et tout, il a dit, moi, mais mon intellect, il en a pris un coup, c'était un peu dur. Et Gérard Durus a compris une chose, à la différence de beaucoup d'auteurs qui ont ramené des méthodes de là-bas, parce que ça a été créé dans un contexte qui leur est propre, qui est approprié à ce moment-là. Mais on voit beaucoup de formes de yoga, etc. Parce qu'il y a des billets de yoga, pour ceux qui ne savent pas. Alors j'espère que les professeurs de yoga ne m'en voudront pas. Et souvent, on sort justement ces pratiques de leur contexte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là aussi, même dans le yoga, et je pense que les puristes qui aiment le yoga traditionnel doivent parfois frémir quand ils voient les mélanges un peu sulfureux qu'on fait avec le yoga. On fait des mélanges un peu bizarres. Et c'est vrai que moi, j'ai été initié au yoga tibétain par un vrai maître tibétain qui avait des années de pratique. Des décennies, je dirais même, de pratique. J'avoue que c'était assez hard, hein, quand même. C'était très difficile, mais néanmoins, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et pour mon corps d'occidental aussi, c'était pas toujours facile. Heureusement que je suis quand même quelqu'un de relativement souple. Donc pour revenir à ça, et Gérard Duruz a compris, en fait, lui ce qu'il a compris, c'est surtout l'essence, l'esprit de la démarche. Et c'est ça le plus important. Et il a codifié, à l'aide justement, accompagné par tous ces sages qui fréquentaient, justement il a codifié une démarche que moi j'ai découvert auprès de lui, que j'ai trouvé ça excellente. Et, justement, il expliquait que c'est très important d'intégrer d'abord, surtout pour quelqu'un qui n'a pas de pratique de base, si vous avez des millénaires, si votre famille pratique depuis des générations, vous n'en avez pas besoin, c'est évident. Mais néanmoins, et pour le répéter, j'ai eu des moines qui sont venus chez moi, qui ont pratiqué, je me rappelle une nonne zen qui était venue me voir, elle m'a dit, maintenant, enfin ça a été extraordinaire parce que j'ai compris maintenant ce que c'est que le zen réellement. Et grâce à votre démarche. Parce qu'au début, elle était très surprise que je proposais de commencer à coucher. Et il y a de nombreux aspects qu'on doit intégrer au niveau de la conscience. La conscience sur le corps, par exemple. C'est très important. Là, nous, dans la démarche, justement, on donne beaucoup d'attention. Alors, j'ai oublié un truc, c'est qu'avec Gérard Duruz, on a travaillé ensemble ensuite, et il a été d'accord pour que je m'approprie en fait cette démarche, et avec justement d'autres sages encore, on l'a approfondie, on l'a retravaillée, et elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a une intégration du schéma corporel qui est indispensable, parce que la conscience va intégrer justement ces aspects physiques qui sont importants, et puis c'est de développer aussi cette bienveillance à l'égard de soi, à l'égard du corps aussi. Parce que, surtout en Occident, on a tendance à avoir un mépris du corps. Après, quand on voit tout ce qu'on avale, et toutes les misères, et comment on fait souffrir notre corps, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a aucun respect à l'égard de son corps, et donc forcément à l'égard de soi-même. Donc là, justement, en développant cette bienveillance à l'égard de notre corps, on va voir que notre rapport avec le corps va complètement changer. Et que forcément notre corps, eh bien, il va nous le rendre. Parce que comme de la même manière que vous le maltraitez, il vous le rend bien, et de la même manière que vous avez bien le traité, et puis surtout que vous allez avoir de la bienveillance à son égard, vous allez voir que le rapport va être complètement différent et va changer. Ensuite, l'attention sur
sur les pensées aussi est très importante. Donc elle est intégrée, là il y a 3 cycles de formation, et dans le premier cycle, justement, on intègre cet aspect de l'attention, et ce qu'on retrouve dans certaines pratiques, d'ailleurs dans le yoga, les pratiques bouddhistes, on appelle ça shamatha, c'est-à-dire la technique, la pratique du repos calme. Donc on apprend, on permet à nos pensées, parce que le terme est plus juste de dire permettre, on permet à nos pensées de se pacifier, de trouver cette tranquillité, cette sérénité, puisque là, je ne vais pas vous refaire le truc sur les ondes alpha, etc. Il y a un ralentissement au niveau cérébral, et on sait aujourd'hui que les ondes alpha, quand vous produisez des ondes alpha, ça participe à votre équilibre psychologique. Donc ça a un effet libérateur aussi. Et puis le souffle aussi est très important, puisque le souffle est une fonction à la fois volontaire et involontaire. Ça veut dire que c'est une fonction à la fois consciente et inconsciente. Donc vous jetez en fait un pont entre les niveaux conscients et inconscients. Donc ça, là aussi, ça a cet aspect, et ça va favoriser cette intériorisation de la conscience, cette exploration de la conscience sur soi-même. Et puis on va approfondir, par exemple, le premier cycle se déroule sur 7 semaines de cours, donc on voit tous ces aspects, le corps, le mental, l'esprit, on revient sur le corps, on approfondit, et on va justement au niveau du corps, même plus encore en intérieur, et puis aussi on termine sur une expansion du champ de conscience, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ça va permettre à la conscience justement de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace, ce qui va nous donner une perspective très différente par rapport à notre vie. Et là, je mets un temps d'arrêt parce que c'est très important. Dans notre vie, vous avez 2 attitudes qui sont indispensables et qui sont complémentaires. C'est la position de la tortue et la position de l'aigle. Imagine une tortue. Une tortue, elle avance très lentement, tranquillement, elle peut voir tous les détails qui sont au sol. Elle va voir les détails, elle va voir donc elle a une précision, elle peut avoir une précision de vue que ne peut pas avoir un aigle, parce qu'il est très haut, même s'il a une vue perçante. Et lui, l'aigle, lui, il a une vue haute, donc il a une vue d'ensemble, il est capable de voir les choses dans leur ensemble. Donc il peut voir, par exemple, si la tortue s'égare, ou si le chemin qu'elle est en train de prendre, etc. C'est juste une image, hein, on pardonnerait des limites de l'image. Et il faut être capable, justement, de passer de l'un à l'autre. Et souvent, vous savez, quand on dit on a la tête dans le guidon, ben c'est ça, on est comme la tortue. On voit plus que les détails, et on n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble. Donc c'est un peu comme si vous dessinez, vous faites un tableau, et vous commencez à dessiner, puis vous êtes trop près, et vous perdez la vue d'ensemble. Puis vous dites, ah mais zut, c'est pas ce que je voulais faire. Et donc vous pouvez corriger parce que vous avez de la distance. Et ça, la pratique va vous le donner. Et va vous donner cette capacité justement à avoir une certaine hauteur de vue, qui est indispensable si vous voulez avancer dans l'existence. Et de la même manière, c'est important aussi de pouvoir être comme la tortue, justement, de pouvoir construire, si vous voulez, justement, construire une maison, c'est pas en étant collé là-haut que vous pouvez le faire. Donc il faut pouvoir aussi redescendre. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et puis ensuite, on a un deuxième cycle où là, vous avez de très nombreux antidotes. Vous avez une pratique qui s'appelle le calme intérieur, qui va permettre justement de prendre de la distance, mais là, cette fois par rapport à ses émotions. Et vous voyez comme les émotions peuvent nous emporter, on va avoir souvent du mal à avoir de la distance. Et là, cette pratique est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle va nous apporter un réflexe. Je dirais, pour essayer de vous expliquer ce que c'est que cette démarche de ce deuxième cycle, qui s'étale sur 12 semaines de pratique, c'est imaginer 2 personnes. Une personne qui a appris les arts martiaux, qui a quelques années d'entraînement, et une personne qui n'a aucune connaissance, et qui se retrouve face à un agresseur. Eh bien, la personne qui sait faire des arts martiaux aura des gestes appropriés et saura comment mettre son agresseur au tapis, même sans le blesser, éventuellement, s'il atteint un certain niveau, tandis que l'autre risque d'avoir des gestes ordonnés. Non seulement elle pourrait justement faciliter le travail de son agresseur, ou alors elle pourrait aussi balancer un mauvais coup par peur, etc. Ou alors elle va devoir fuir. Donc, vous voyez que le fait d'avoir acquis des réflexes vont permettre de donner une réponse appropriée à la situation. Eh bien, c'est exactement ce qu'on peut faire au niveau de notre esprit, c'est-à-dire de développer des réflexes qui vont nous permettre, face aussi bien à des conditions adverses qu'à des émotions, que ce soit la peur, la colère, la jalousie, etc., d'avoir la bonne attitude justement pour arriver à gérer ou accueillir, j'aime pas le mot gérer parce que c'est pas de la gestion des émotions, c'est justement de savoir même utiliser ces émotions pour en faire quelque chose de constructif, parce que c'est une énergie.
Alors, il y a des pratiques aussi qui vous montrent justement comment renforcer la confiance en soi, la motivation aussi, parce qu'elle est très importante. La motivation, c'est la même racine que le mot moteur. Et si vous avez un moteur faible, ben, à la moindre pente, vous allez reculer, vous n'arriverez pas à avancer. Alors que cultiver la motivation est quelque chose de fondamental. On le retrouve dans pratiquement toutes les traditions. Donc vous avez tout un ensemble comme ça de pratiques qui vont vous aider à développer tous ces réflexes salutaires dans votre existence. Et ce qui fait que après, les conditions adverses ne vous effraient plus et ne vous inquiètent plus parce que vous savez que vous êtes équipé. Vous ne pouvez pas échapper à ces conditions adverses. Pas plus que moi qu'un autre. On est tous confrontés. Il ne faut pas croire que, même si on a des années de pratique, que le fisc ne va pas nous redresser, qu'on va pas voir, un de nos proches ne va pas avoir un accident, qu'on ne va pas perdre quelqu'un. De toute façon, on va tous mourir. C'est pour ceux qui ne savaient pas. Je suis désolé de leur apprendre la mauvaise nouvelle. Mais on va tous mourir. Donc, c'est une chose qui va nous arriver et qui va arriver forcément à nos proches. Et alors des fois, on est un peu égoïste, on se dit, bon, pourvu qu'il parte après moi, comme ça, moi, j'aurais pas à souffrir de ça. Mais néanmoins, voilà, c'est important d'apprendre aussi à être à l'aise avec ça. Et puis voilà. Et dans le troisième cycle, on va vraiment creuser la question de comprendre la vraie nature de notre esprit. La vraie nature des pensées, la vraie nature de l'esprit, de façon à plus être libre. Donc il y a 12 semaines d'entraînement, donc oui, c'est très complet, il y a, justement on médite sur le non-ego, il y a tout ça, et vous êtes là vraiment parfaitement équipé pour avancer dans l'existence, pour l'acheminer vers votre bonheur. Parce que comme disait Bouddha, ça ne sert à rien de chercher le bonheur puisque c'est vous qui le créez. Donc mais c'est un peu comme eh bien, dans n'importe quelle profession, vous vous équipez pour justement pouvoir créer ce que vous voulez créer. Si vous voulez construire une maison, vous allez devoir vous former à la maçonnerie, à toutes sortes de choses, savoir faire une charpente ou je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est un peu pareil. Le bonheur, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose qui mérite un minimum d'investissement. C'est pour ça que entre une technique pour vous faire du bien et une technique qui va vous aider à construire votre bonheur de manière stable, de manière solide, c'est pas tout à fait le même investissement. Vous pouvez faire juste un petit peu tricoter comme ça, rester en surface, vous faire du bien, écouter un peu de musique de détente, voilà, vous écoutez Michel Pépé, vous écoutez ce genre de choses, voilà, et ça vous fait du bien. Mais profondément, ça, vous demeurez, vous restez vulnérable aux circonstances extérieures. Donc voilà. Alors, j'espère que je vous ai éclairé sur la méditation, que ça vous a apporté. Et puis maintenant, vous allez pouvoir me poser des questions. Nathalie va me rejoindre. Elle va s'installer à côté de moi. Et si vous avez des questions, eh bien, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, et puis à la fin, ne partez pas, parce que j'ai oublié de vous dire un truc quand même. Et je vous remercie d'être toujours là, parce que vous êtes quand même nombreux, 800 personnes. Hein. Wow, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis vraiment enchanté, je suis très touché. Et c'est on fête aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour, le 27 octobre 1987, je crée mon activité. Donc j'ai commencé à transmettre relativement jeune. Alors c'était pas évident au début, hein. J'ai essuyé les plâtres, et puis et voilà, et ça dure depuis. Et je suis ravi parce que c'est de donner, partager est une source de bonheur absolument infinie. C'est tout à fait extraordinaire. Donc voilà. Donc j'invite Nathalie, que vous connaissez probablement, ou pour les nouveaux, si vous ne la connaissez pas, eh bien vous allez faire sa connaissance. Elle fait partie de l'équipe de ressources et actualisation, avec Loïc qui est derrière, qui est lui dans les coulisses. Bonsoir tout le monde. Alors, voilà, j'arrive avec les questions. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu encore beaucoup de questions. J'ai pris des remarques que je trouvais intéressantes et que peut-être Bruno, tu pourras rebondir dessus. Tout d'abord, voilà, je voulais quand même signaler que nous avions beaucoup de personnes de toutes les régions de France, mais aussi de l'île de la Réunion, de Roumanie, de Suisse et de Belgique. Donc un grand merci d'être là. Alors vous aurez, juste comme c'est l'anniversaire de Ressources, vous aurez, on va vous faire une petite surprise avant de partir. Alors, voilà, et Chantal qui dit « Moi je pratique la méditation pour le bonheur des êtres quels qu'ils soient et dans la vie je fais mon possible pour aider. » Très bien, il faut continuer. Frédéric, est-il mieux de méditer dans le silence ou avec une musique ou un support audio d'accompagnement? Si vous mettez de la musique, c'est plus de la méditation. Encore une fois, il faut voir les différents aspects de la méditation.
l'éveil de l'attention, donc on développe l'attention, si vous mettez de la musique, c'est une distraction. C'est-à-dire que vous cherchez à ce que la musique induise un état particulier. Donc ça veut dire que vous êtes toujours dépendant de circonstances extérieures pour trouver cette tranquillité. Et, euh, et donc, c'est pas... alors, vous pouvez bien sûr méditer dans le silence. Il vaut mieux commencer par méditer dans la tranquillité, dans le calme, parce que la moindre distraction extérieure va vous faire quitter, vous perdrez justement votre attention. Donc c'est important de le faire dans la tranquillité au départ. Et c'est là où justement on va voir la méthode est très importante, parce que je prends l'exemple, par exemple dans le premier cycle, on a un exercice où le corps est vraiment détaillé. Et pourquoi on fait ça? C'est volontaire. Le corps est très détaillé parce que vraiment, ça renforce l'attention. C'est pas une concentration. Il faut bien faire la distinction entre l'attention et la concentration. Concentration, on est tendu, on est fixé, alors que l'attention, elle est ouverte, mais on garde cette présence sur les différents aspects du corps, etc. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre d'intégrer. Puis il faut savoir, aujourd'hui, on parle beaucoup des mémoires, et les mémoires sont intégrées au niveau du corps. Et donc, ça va avoir un effet libérateur. Donc là, c'est vraiment important d'entraîner l'attention, et je dirais, c'est la base, et c'est même une base sur laquelle il ne faut pas hésiter à revenir, parce que je vois d'ailleurs parmi les personnes qui suivent les cours avec moi, j'ai remarqué, il y en a plein qui refont tous les cycles depuis le début, qui recommencent pour bien l'intégrer, et on voit les résultats sont simplement à la hauteur de leur investissement. Quand je parlais d'investissement, c'était ça, c'est vraiment de leur implication. Et on voit qu'il y a vraiment des changements très profonds et durables. Alors, oui, il y a des personnes de l'Allemagne aussi. Donc Sylvie qui dit méditer égale penser, ok, mais à quoi? J'ai l'impression que des pensées très terre à terre vont inonder mon cerveau. Alors, je pense que Le ça boulot, devait être les courses. avant ce que j'ai dit, parce que Ouais. là, j'y ai répondu à travers ce que j'ai dit. Hein. On médite pas, on s'arrête pas sur les pensées. C'est pas ça la méditation. Hein. Comment rester concentré longtemps et se vider se vider la tête un instant? Mais non, on se vide pas la tête. Vous savez, il y a un proverbe tibétain qui dit c'est beaucoup demander que d'avoir de la viande sans eau ou du thé sans feuilles, et c'est beaucoup demander à son esprit que de ne pas avoir de pensée. Le propre de l'esprit, c'est de produire la pensée. C'est comme si vous souhaitiez que le soleil ne produise pas de rayons. C'est pas possible. Donc vous aurez toujours des pensées. Donc les gens qui vous disent faites le vide, laissez tomber, ça n'existe pas. Le vide, c'est autre chose qu'on appelle le vide. Ça, on aura justement la méditation qu'on appelle la vacuité, qui est ce qu'on appelle un vide de. Comme un nuage par exemple, il est vide d'existence propre, c'est-à-dire qu'il n'existe pas par lui-même, il n'est pas autonome, il dépend d'un grand nombre de causes et de conditions pour exister. Eh bien, on va voir que notre corps c'est pareil, notre esprit c'est pareil, etc. Et que tous les phénomènes ont cette nature. Donc c'est souvent là qu'il y a vraiment une confusion. Donc vous pouvez, même si vous arrivez à arrêter les pensées, mais c'est au prix de grands efforts qui sont extraordinairement contraignants, et finalement vous n'allez pas trouver la paix. Donc c'est le rapport avec les pensées qui va complètement changer. Donc voilà. Laurence qui fait cette remarque, moi quand je suis en colère, je ne m'aime pas, car la plupart du temps je suis dans la gentillesse, la joie de vivre, l'amour, et là je m'aime. Oui, mais vous n'aimez qu'une partie de vous-même, donc vous créez une dichotomie, ça j'en veux pas, et c'est tout le drame, surtout dans une culture comme la nôtre, qui est fondée sur le paraître. En fait, vous essayez de paraître gentil, donc vous êtes obligé de vous bagarrer, et de refouler tout ce qui n'est pas en rapport avec l'image que vous voulez donner aux autres. Mais le problème, c'est que vous n'êtes jamais en paix, et c'est le grand drame de toute notre culture, qui est complètement fondée sur le paraître, et ce qui fait que pour paraître, pour être la personne qu'on a envie de montrer, qui finalement ne correspond pas à la réalité, puisque on connaît bien, c'est Jung qui parlait de la persona, du masque finalement, qu'on arbore, et on est obligé d'entrer en guerre contre tout ce qui n'est pas en rapport avec justement cette image qu'on veut donner. Donc qu'est-ce qui se passe? On est toujours en conflit, et on ne peut jamais être en paix. Donc on ne peut pas se détendre. Donc là, effectivement, vous vous efforcez à être gentil, mais ça implique des grandes tensions, parce que dès que vous êtes en colère, vous vous détestez, vous vous aimez plus. Donc on ne peut pas appeler ça du bonheur. Vous voyez à quel point vous êtes tellement dépendant, finalement, de l'image que vous voulez donner aux autres. Une personne n'est ni mauvaise ni gentille. C'est vraiment le regard qu'on va commencer à poser. Et les colères, là aussi, c'est pareil, c'est le rapport qu'on a aussi avec la colère. Vous n'aimez pas vos colères, vous ne vous aimez pas, parce que cette colère, justement, vient remettre en question cette image. Mais derrière la colère, il y a des choses, c'est une blessure, la colère, en réalité.
Pourquoi on se met en colère? Parce que ça nous donne un sentiment de puissance comme ça nous protège, on a l'impression d'avoir une espèce d'armure comme ça. Oui, vous imaginez, je pense souvent, vous savez, les films, surtout les films très américains, où vous avez deux coqs comme ça qui se redressent, les mecs qui veulent en découdre, et ce sera celui qui va dominer l'autre, qui sera le plus fort, etc. Vous voyez, c'est un peu... et on est plein de colère, plein d'animosité, etc. Et puis on va essayer d'écraser l'autre. En réalité, pourquoi on fait ça? Parce qu'on a peur. Mais le gars, quand il est en colère, va dire, mais non, j'ai pas peur, parce qu'il ressent pas la peur. Mais s'il désarme un peu, quand il va se détendre, eh bien, il va voir que derrière la colère se cache toujours de la peur ou de la tristesse. Donc c'est un mécanisme de défense. Carole, connaissant les bénéfices ou Les les bénéfices. bénéfices de la méditation, j'ai malgré tout abandonné car cela engendrait trop de changements pour moi. Merci de me donner des conseils. C'est beau le changement. Bouddha a dit une chose très chouette à propos du changement. Il disait, c'est pas le changement qui est souffrance, c'est la peur du changement qui est souffrance. Euh, et puis il y a aussi cette phrase moi, que j'adore de Jim Rohn qui disait, la vie conspire pour votre bonheur. Et tant mieux, vive le changement, parce qu'on aspire au bonheur. La vie en nous aspire à se déployer, mais en même temps, bah, ça implique forcément des changements. C'est comme si vous voulez, comment dire, c'est comme si vous alliez dans une maison, et puis vous vous dites, bon, je voudrais qu'il y ait plus d'espace, mais vous voulez en même temps, vous dites, bon, mais j'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Bon, ça va pas marcher. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Où est-ce que je veux plus de bonheur? Mais à ce moment-là, ça implique, comme dans cette maison où je veux plus d'espace, bah, ça implique de virer des meubles et de mettre un peu plus d'espace. C'est pareil. Alors peut-être pas, l'exemple n'est peut-être pas le meilleur, hein, j'en ai pas d'autres sous la main. Sylvie qui pose la question, pouvez-vous développer la non-dualité, son objet, son attachement auquel nous nous soumettons? La non-dualité. Mais c'est justement, c'est quand... c'est toujours on vit dans les opposés. Vous voyez, là, on prend l'exemple justement de cette personne qui s'efforce d'être toujours gentille, mais qui se déteste quand, quand elle est en colère. Ça, elle est dans la dualité, parce qu'elle se dit, ça, j'en veux pas. En fait, quelqu'un d'accompli, il rejette plus rien. Et il n'accepte rien non plus. Il est libre. C'est-à-dire que c'était un sage tibétain qui disait, quand le positif s'élève à la conscience, non, quand le négatif s'élève à la conscience, c'est bof. Et quand le positif s'élève à la conscience, c'est bof. C'est-à-dire qu'on a une attitude d'équanimité à l'égard de tout ce qui s'élève. C'est comme dans les nuages. Vous voyez, les nuages sont gris. Bah, voilà, c'est un fait, c'est la réalité. Quand ils sont clairs ou quand il n'y en a pas, c'est une autre réalité, c'est un fait. Et vous allez voir que toutes vos pensées, vos émotions sont des faits, finalement, quand vous avez suffisamment d'attachement. Donc là, il n'y a plus de dualité. C'est-à-dire, il n'y a plus d'opposé, il n'y a plus rien qui se bagarre. C'est que les choses sont... Voilà, tout est parfait. Tout est dans l'ordre. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas parfait, puisque avec mon copain, ça va pas, etc. Mais justement, parce que vous allez voir qu'à l'origine, justement, ça vient de cette dualité qui fait qu'on est tout le temps en train de se bagarrer. Quand quelqu'un qui est vraiment en paix avec lui-même, bah, il va créer de la paix autour de lui. Il va amener les gens vers la paix. Donc il n'y aura plus de bagarre. Il n'y aura plus cette bagarre permanente. Et on a constaté, pour donner un exemple, les couples, puisqu'il faut savoir aujourd'hui, c'était Dr Bach qui disait, je considère qu'à peine 5% des couples sont heureux. Et encore, il disait, je suis optimiste. Euh, Parce que souvent, on appelle ça des ennemis intimes. Ils sont toujours en train de... Et on a constaté que finalement, les couples qui duraient, qui se maintenaient dans la durée, c'était des couples qui étaient calmes, qui étaient en paix, qui étaient vraiment en paix avec eux-mêmes. Parce que bah, ça rejoint ce que j'arrête pas de dire, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et qui mieux qu'une personne en paix peut apporter de la paix autour d'elle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, je vois que les questions commencent à fuser. Oui. Ça y est. Ça va faire notre Allez-y truc. doucement, on va essayer de faire de notre mieux. Alors, du coup, je prends comme ça, Comme ça vient. comme ça vient, et ce qui me vient sous le nez. Est-ce que méditer, c'est lâcher prise? Lâcher tout ce qui ne nous convient plus et ce qui nous convient aussi. Alors j'ai fait justement si vous allez sur les balades de Bruno, il y a une vidéo sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise est une conséquence en fait. Quand vous éveillez votre attention, vous avez de plus en plus conscience de ce qui est source de souffrance et vous l'abandonnez. En fait, il n'y a pas de bagarre. C'est que s'il y a quelque chose que vous ne voulez plus, vous ne le nourrissez plus, vous ne le faites plus exister. Et il finit par s'éteindre.
C'est ce que Bouddha, quand il disait l'extinction de toutes les, lorsque tous les feux s'éteignent, c'est-à-dire les feux de la passion s'éteignent, ça ne veut pas dire nous on va s'éteindre, au contraire, on va s'illuminer encore plus. Mais on renonce, c'est ça le renoncement aussi, on abandonne, on ne nourrit plus, on ne fait plus exister. Donc on n'a pas besoin de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est une conséquence en fait. C'est de se dire, bon, ça c'est souffrance, je lâche, j'abandonne. Je ne fais plus exister ça. Alors, il y a plusieurs questions, j'en prends une parce qu'il y a plusieurs questions sur la posture. Faire la méditation allongée, debout ou assise, qu'importe, je suis d'accord, mais la posture représentée dans les magazines ou les centres, c'est la posture en tailleur. Apporte-t-elle un plus? Je peux rester 15 minutes, j'allonge mes jambes, waouh, c'est mieux. Oui. Coussin, dis-moi Non, qui je suis. arrêtez de regarder les magazines. Moi, j'ai vu des trucs dans les magazines, mais à faire dresser les cheveux sur la tête. Je me suis dit, mais le type qui a écrit cet article, c'est pas possible. Il n'a jamais médité de sa vie. C'est pas possible. Il y a des trucs, c'est tout et n'importe quoi. Alors, pour arriver à faire le tri, c'est peu importe. Je pense que le plus important, c'est de trouver une position dans laquelle on se sent bien, et surtout au début. Après, vous pouvez prendre des postures assises. Vous pouvez prendre, moi j'invite les gens, effectivement, après, à s'asseoir. Mais vous pouvez vous asseoir dans un fauteuil, vous pouvez vous asseoir. Mais par contre, pas avachi. Soyez vraiment à l'aise. C'est bien que votre position, sans être rigide, reflète ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez réaliser. Mais c'est d'être souple, d'être bien. Parce que si la posture devient une contrainte et qu'elle vous provoque plus de douleur qu'autre chose, elle accapare toute votre attention, la douleur accapare votre attention et vous ne pouvez plus. Alors, je sais, dans Vipassana, moi pour l'avoir fait, vous avez mal, ça fait rien. Vous devez rester jusqu'au bout. C'est très militaire. Hein. Il y en a qui vont pas aimer parce que chaque fois que je dis ça dans les stages, je vois les gens qui ont fait Vipassana et ils n'aiment pas qu'on remette en question ça. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose de pas clair. Parce que si on est à l'aise, on est à l'aise. On reconnaît bien quand même, c'est très très douloureux. Je vois pas l'intérêt de s'infliger des souffrances pareilles. C'est pas nécessaire du tout. C'est comme disait Gérard Duruz, la pratique c'est une réconciliation avec soi-même. On se réconcilie avec soi. Donc si vous faites du bien à votre corps, que vous soyez allongé, debout, assis, c'est pas très important. Mais évidemment, les effets que vous aurez en étant allongé seront différents de ceux que vous aurez assis, et ceux que vous aurez assis seront différents de ceux que vous avez allongés. C'est pour ça que c'est bien d'essayer toutes les pratiques et de choisir celle qui convient dans l'instant. Comment faire le deuil d'un être très proche? Comment lutter contre l'inquiétude, l'anxiété? On ne lutte pas contre l'anxiété, on lutte pas contre... C'est un processus, le processus de deuil, c'est un processus d'acceptation qui nous emmène vers l'acceptation. Et vous passez par différentes étapes, donc il faut laisser le temps au temps aussi. Ça prend un certain temps chez certaines personnes. Bon, si ça fait des années et que vous n'êtes toujours pas en paix, là, il faut vous poser des questions. Et il serait peut-être temps d'entreprendre une démarche pour apprendre justement à vous occuper de vous. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir passer à autre chose. Votre vie, elle continue. Et je vois malheureusement combien de personnes qui s'entretiennent dans la douleur, dans la souffrance liée à une perte d'un être cher ou d'un passé douloureux, d'un passé qui est révolu, qui n'existe plus, et qui s'empêchent de tourner leur regard justement vers la vie qui leur est tendue, vers ce qu'ils pourraient construire maintenant, qui pourrait tellement apporter de bonheur autour d'eux. Donc là, il me faudrait plus de choses pour pouvoir répondre. Dis-moi comment gérer le mental qui au quotidien nous pollue l'esprit. Et bien souvent, c'est lui qui mène la danse. Après, tout ce que j'ai dit, c'est la pratique. C'est vraiment la pratique, la pratique, la pratique. Parce que la pratique va vous ancrer. Elle va vous ancrer de plus en plus. Elle va vous amener à être de plus en plus stable, à être de plus en plus là, d'amener cette présence à vous-même. Je ne parle pas de l'instant présent, parce que ça n'existe pas. C'est une farce. Ah, il y a mon chat qui arrive. Et ça, c'est une farce. Donc... c'est vraiment d'amener cette présence, d'être vraiment avec vous-même. Alors, si vous permettez, parce qu'il faut que je fasse un petit truc. Si, Nathalie va répondre d'ailleurs. Mais, donc, c'est juste notre chacha. On va attendre Bruno bien patiemment. Voilà, j'ai pas été trop long. Voilà. Alors. Léa, bonsoir. En pleine dépression sévère et avec angoisse généralisée, je suis en quête de porte de sortie et de bonheur. Que me conseillez-vous? D'entreprendre une démarche
parce que ça, comme me disait un ami ostéopathe, parce que souvent les gens venaient le voir, que, après avoir attendu pendant longtemps pour se dire, bon, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'il disait, ça va partir tout seul. Mais il dit non, ça part pas tout seul. Mais je dirais, c'est pareil. La dépression, elle va pas partir toute seule si vous commencez pas à faire quelque chose. Il faut comprendre que le bonheur, comme la souffrance d'ailleurs, résulte d'un ensemble de causes et de conditions. C'est des causes et des conditions qu'on a laissées s'installer parce que justement on n'a pas été attentif. C'est pas une question de bien ou de mal, hein, c'est pas du tout la question. C'est que dans notre inconscience, dans notre ignorance, eh ben, on a laissé petit à petit des choses s'installer. Et qui fait que eh bien, on arrive à ce qu'on appelle un résultat. Résultat, ça veut dire résulte de, c'est un aboutissement. Et donc on aboutit à cette réalité. Et donc la dépression dans laquelle vous êtes, et comme n'importe quelle autre maladie, n'importe quelle autre souffrance, n'importe quel autre trouble, est un résultat, c'est un aboutissement. Et vous aboutissez à ça. Et la question est de savoir, est-ce que j'ai envie que ça continue ou est-ce que je veux juste un soulagement, qu'on me soulage, qu'on me débarrasse de ça. Mais vous pourrez toujours prendre des médicaments, des choses comme ça aura un effet, mais il y a toujours le contre-coup du médicament. C'est jamais anodin, puis ça ne règle pas le problème sur le long terme. Par contre, si vous dites maintenant, je vais faire en sorte que ça n'arrive plus, c'est-à-dire je prends ma vie en main et je commence à amener de nouvelles conditions dans ma vie, de réunir de nouvelles causes et de nouvelles conditions qui vont progressivement se substituer et commencer à emmener un changement, parce que comme je le répète toujours, et il n'y a pas comment qu'il l'ait dit, Bouddha disait lui-même, ce que vous êtes aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et ce que vous serez demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. C'est pour ça que souvent je vois des gens qui s'inquiètent pour l'avenir. Ça ne sert à rien de s'inquiéter pour l'avenir. Ce qui devrait vous inquiéter plutôt, c'est ce que vous semez encore aujourd'hui. Parce que si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer de la même façon, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Ça va de soi. Donc si maintenant vous vous dites, je prends ma vie en main, puis je vais semer des graines différentes, il y a forte chance, et je dirais même, c'est même évident, c'est que vous aurez des résultats différents. Mais il faut commencer à semer, et à semer en conscience, et savoir qu'est-ce que je cultive, qu'est-ce que j'abandonne, etc. Et ça, c'est tout un apprentissage qui se fait au long cours. Ça ne vient pas comme ça en un claquement de doigts. Parce que je sais qu'aujourd'hui, dans une culture, on aime bien les trucs, on aime bien, voilà, on aime bien prendre une pilule, et puis de se dire, ça y est, ça a disparu. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous allez le faire pendant un certain temps, mais on sait très bien déjà, aujourd'hui, je sais que c'est la différence qu'il y a d'ailleurs entre les médicaments chimiques, par exemple, et les plantes. Pour les gens qui sont avertis dans le domaine des plantes, vous savez très bien que vous avez des résultats, mais sur plusieurs semaines, voire selon le cas sur plusieurs mois, mais c'est un résultat qui va durer dans le temps, parce que vous travaillez sur le terrain. Et le terrain, c'est très important. Alors que si vous prenez un médicament, vous allez prendre un médicament très fort qui va faire disparaître le trouble, par exemple le mal de tête, mais déjà, ce n'est pas sans conséquence, parce que vous êtes en train d'effacer une information que votre corps est en train de vous donner, et vous allez pouvoir continuer sans vous préoccuper des conséquences que ça peut avoir. Mais là, vous avez injecté de la chimie, ça va avoir des effets. Et on connaît bien maintenant aujourd'hui les problèmes des maladies iatrogènes qui sont induites par la prise de médicaments chimiques. Donc c'est pas anodin. Donc à un moment, il faut se poser des questions, c'est de se dire, ça suffit plus que je m'enlève une migraine avec des médicaments. C'est si je veux avoir quelque chose qui tienne la route, la santé, c'est comme le bonheur, c'est comme la souffrance, elle résulte d'un ensemble de causes et de conditions que vous devez réunir. Et c'est comme ça que vous allez avoir quelque chose de stable, de durable, et surtout quelque chose que vous maîtrisez. Donc vous n'aurez pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour vous dire ce qu'il faut faire pour améliorer votre santé, vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Elisa, comment va-t-on à la racine de la souffrance? Par la pratique. Par la pratique, il n'y a pas d'autre chose à faire. Vous savez, quand j'allais voir chez Medo Rinpoche, souvent je venais avec des questions comme ça, puis lui, il me répondait pratique. Je suis d'accord, mais c'est tout ce qu'il me répondait. Et au début, ça avait le don de m'agacer, puis jusqu'au jour où j'ai compris que c'est lui qui avait raison, c'est que les réponses, c'est vous qui les avez. Et plus vous allez pratiquer, ben, ça va opérer les changements. C'est un peu comme si vous voulez faire du vélo, vous venez me voir, mais comment est-ce qu'on fait du vélo? Je lui dis, pratique. Puis vous revenez et vous dites, mais alors, comment est-ce que je peux faire pour monter sur le vélo? Ben, monte dessus et pratique. Mais tant que vous ne le faites pas, vous ne saurez pas faire de vélo. Et donc, vous ne saurez pas cultiver les causes du bonheur et éliminer les causes de la souffrance si vous ne pratiquez pas. C'est évident. Johanna, qu'est-ce que la compassion pour vous?
Oui, c'est de considérer que l'autre est un être à part entière qui aspire au bonheur. Tous les êtres aspirent au bonheur, même si ça ne se voit pas chez certains, mais tout le monde aspire au bonheur parce que personne n'aime souffrir, personne. Et, euh, et c'est de pouvoir souhaiter à toutes ces personnes d'avoir conscience que ces personnes, si elles sont dans la souffrance, c'est parce qu'elles sont sous l'emprise de leurs obscurcissements mentaux, de leurs pensées discursives, de leurs émotions négatives. Et si elles se libéraient justement de cette emprise, eh bien elles pourraient connaître le bonheur. Et c'est ça la compassion, c'est vraiment de souhaiter à la personne de se libérer, puisse-t-elle se libérer justement des causes de la souffrance. Ça c'est la compassion. Et l'amour, c'est puisse-t-elle euh, réaliser et actualiser les causes du bonheur dans sa vie. Donc de les cultiver, de les entretenir, de les nourrir pour connaître un bonheur plus grand. Marjo, les réactions physiques et émotionnelles durant une méditation sont-elles normales? Oui, Ont-elles un sens? oui, c'est pas très important le sens qu'elles peuvent avoir, c'est juste, c'est que dans l'instant, dès l'instant où vous devenez attentif, euh, vous devenez réceptif à votre corps, vous devenez réceptif aussi à votre esprit, et donc vous commencez à accueillir des choses qui jusque-là étaient plutôt mises de côté, ignorées par la conscience. Et donc là, vous les faites entrer dans le champ de conscience. Et, euh, et donc forcément, bah, elles s'autorisent en fait à s'élever à la conscience. Donc accueillez-les, acceptez-les, laissez-les se manifester, et puis laissez-les partir aussi comme elles sont venues. C'est Johanna qui revient. Quelle pratique pour aller à la racine de la souffrance? Bah, je les ai décrits avant. Vous avez différentes méthodes. Si vous étiez, peut-être que vous êtes venu après. Si vous avez écouté ce que j'ai dit, voilà, on vous propose. Il y a toutes des démarches. Alors c'est pas l'erreur qu'il faut faire, parce que moi je ressens un truc à travers la question quelle est la technique pour aller à la racine. On a l'impression qu'on a un truc, un scalpel qui va nous permettre d'aller chercher la racine. Ça se passe pas comme ça. Ça demande de la patience, ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande de l'entraînement, et c'est que petit à petit, on va pas chercher spécifiquement la racine. C'est qu'elle va apparaître à la conscience quand on commence justement à éveiller notre attention, on devient de plus en plus attentif et on commence à voir comment justement nos peurs se construisent, comment la jalousie se construit en nous-mêmes, comment toutes ces choses, et on arrive progressivement à se libérer. La conscience augmente de plus en plus, elle devient de plus en plus large, et on commence à voir justement comment ces peurs se construisent, se déconstruisent, etc. Et là, on arrive vraiment à se libérer. C'est pas, il ne faut pas se laisser piéger par. C'est une époque, dans les courants de psychologie, il faut aller à la cause, etc. Donc les gens, maintenant, ils cherchent la cause de leurs problèmes. Surtout que toutes les difficultés, elles sont. C'est multiple, en fait, les causes. C'est pas. Mais c'est la pratique va vous amener. Comment dire? Ben, si vous voulez comprendre pourquoi vous prenez les pieds dans le tapis lorsque vous traversez une pièce sombre, ben, vous allez allumer la lumière. Et là, vous allez tout de suite comprendre comment vous faites pour vous mettre les pieds dans le tapis. Mais c'est un petit peu pareil. En fait, la conscience, ça va être comme une espèce de lumière qui s'allume et qui vous dit ah, mais bon sang, bien sûr, maintenant je vois comment je crée ma souffrance. C'est ça la racine. Donc vous l'abandonnez et vous la faites plus exister. Voilà, après, il y a des questions. Comment peut-on participer au stage? En s'inscrivant. Vous avez, alors on a rajouté sur les pages des stages tous les futurs stages jusque juin. Alors, petite précision, si vous êtes intéressé à un stage, parce que là, on vient de les mettre hein, cet après-midi. 2021. Ouais, pour 2021, ça va vraiment se remplir très vite. Là, le mois de mars est déjà presque plein. Parce que là, on suppose en tout cas, que là, le Covid, on entendra un petit peu moins parler. Si c'est réellement la deuxième vague, on peut se poser quand même des questions. En tout cas, là, il y a des restrictions assez importantes à nouveau. Donc, on peut espérer quand même, d'ici le mois de mars, c'est quand même dans plusieurs mois, que ça sera un petit peu tassé. Nous, en tout cas, on a pu faire des stages en août, en septembre cette année. Ça s'est très bien passé. On n'a eu aucun souci. Et ça s'est très, très bien fait. Et donc là, on suppose que mois de mars, il y en a en mai, il y en a en juin, il y en aura en août, c'est pas encore sur le site, ça viendra. Par contre, vraiment, je vous conseille, c'est pas du tout pour vous obliger à le faire, hein, mais je vous conseille de réserver longtemps à l'avance parce que ça se remplit très vite.
En général, en 2, 3 mois, les stages, dès qu'on les a annoncés, ils sont remplis, d'autant plus qu'il y a des stages qui ont été, qui seront peut-être reportés, et ces gens auront priorité sur les stages, donc là, ça va se remplir encore plus vite. Donc voilà, donc je vous donne l'info. La méditation ouvre-t-elle la porte à l'intuition? Oui, mais voilà, c'est la conséquence. Moi, personnellement, je m'en occupe pas. J'en fais pas un but. Parce que pour moi, le but, c'est de tendre vers le bonheur et d'amener davantage de bonheur autour de soi. Parce que je pense que c'est un peu ça devient une évidence. C'est que plus on tend vers cet accomplissement, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de faire bénéficier aux autres de ce que l'on a réalisé, de ce que l'on a accompli. Et donc, on a envie de propager ça autour de soi. C'est pour ça que moi, j'en ai fait mon activité parce que d'une part, c'est un immense bonheur pour moi et de voir les personnes se transformer parce que justement, elles ont reçu justement on a pu leur partager justement ces connaissances. Et je me dis, c'est extraordinaire parce que voilà, elles deviennent autonomes, elles prennent leur vie en main, elles sont capables maintenant de créer le bonheur par eux-mêmes, parce qu'il ne s'agit pas de dépendre de quelqu'un, c'est tout l'inverse, parce que de temps en temps, là, il y a des personnes qui nous font ouais, vous êtes une secte. Dans la secte, justement, au contraire, on cherche la dépendance. Nous, là, c'est exactement l'inverse. C'est qu'au contraire, on cherche à ce que les gens deviennent libres, deviennent autonomes, construisent leur bonheur par eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, on a une grosse difficulté, c'est que les gens ont beaucoup de mal avec ça, justement, parce que on vit dans cette illusion que le bonheur, on va l'obtenir grâce à des circonstances particulières, grâce à des conditions particulières et grâce à l'autre ou aux autres. Et on pense que c'est l'autre qui va nous apporter le bonheur. Mais l'autre ne peut pas nous apporter le bonheur, surtout s'il n'est pas heureux lui-même. Et comme on est une foule de dépressifs, surtout en France, on voit les gens, c'est extraordinaire, le premier consommateur mondial de tranquillisants et de somnifères, si on était bien, ça se saurait, quoi. C'est donc... Justement, tiens, j'ai une question. C'est Léa toujours qui dit elle est sous antidépresseur et anxiolytique. Est-il possible de faire de la méditation? oui, oui, et moi je vous conseille justement d'entrer en contact avec votre médecin et de parallèlement travailler avec lui. Alors s'il est obtus, s'il est fermé, franchement n'hésitez pas à changer, parce que c'est quand même votre santé, et je pense que c'est trop important pour le négliger. Essayez de rencontrer un médecin en tout cas qui comprend et qui sera capable de vous dire vous ne devez pas dépendre de ça. Le bonheur, c'est vous qui le créez. La dépression, là aussi, c'est pareil, c'est un aboutissement. Vous êtes arrivé au bout d'un processus qui ne marche plus. Et si vous ne remettez pas en question votre manière de penser, votre manière d'agir, ça ne va pas changer. Donc là, maintenant, il y a cette prise de conscience fondamentale qui doit être faite si vous ne voulez pas traîner là-dedans des années inutilement. Je vois malheureusement trop de personnes qui sont en dépression, qui sont dans des états, et on voit d'ailleurs dans les stages, quand les gens bénéficient de ces conditions extraordinaires et de tous ces gens bienveillants qui cultivent l'amour, la compassion, je peux vous assurer qu'au bout de quelques jours, mais ils sont littéralement transformés. Ah, mais je leur dis, mais surtout, ne vous limitez pas à ça. Le stage vous a ouvert l'esprit, vous a donné quelque chose, vous a apporté quelque chose de fort, mais maintenant il faut le cultiver, parce que c'est comme si on vous donne une plante magnifique, vous la trouvez magnifique, mais vous la laissez dans un coin, ben elle va faner. Et bien vous allez reprendre vos habitudes si vous ne vous entraînez pas et si vous ne pratiquez pas. Une personne un petit peu en souffrance, donc je me permets de poser la question. Ouais. Alors, elle commence par et pour la voiture, c'est pareil. Quand on souffre à 30 km à l'heure, qu'on tétanise, qu'on ressent des peurs irrationnelles, qu'on n'arrive pas à accélérer et qu'on se confronte à l'exposition en TCC chaque jour sans résultat, comment faire pour débloquer ce blocage émotionnel, ce calvaire? Il y a deux choses. Quand vous êtes confronté à des situations, on va dire, lourdes, graves, euh, sincèrement, moi, je vous recommande une chose, c'est en parallèle de vous faire aider. Moi, je suis vraiment très partisan de la médecine chinoise parce qu'ils obtiennent des résultats là où souvent la médecine échoue. Parce que la médecine chinoise, je parle de la médecine traditionnelle chinoise, hein, je ne parle pas des acupuncteurs, ça n'a rien à voir. Hein, c'est une formation qui dure 10 ans, c'est très complet, etc. Bon, il faut les trouver, c'est parce que ces perles rares sont, ben justement, elles sont rares. Mais en tout cas, ils arrivent justement à recréer un équilibre. Qui fait que vous arrivez à vous sortir de ça. Et associé à la pratique, là, vous pouvez avoir d'excellents résultats. Moi, pendant des années,
j'ai pratiqué, quand j'étais en cabinet, puisque j'ai exercé pendant 20 ans en cabinet, je pratiquais en parallèle avec des gens qui faisaient de la médecine chinoise. On avait des résultats sur des cas très lourds, justement, de dépression, donc de troubles anxieux, etc., en associant les deux. Ça donne vraiment de très très bons résultats. Il faut toujours garder à la conscience que le trouble, la maladie, quelle qu'elle soit, elle résulte d'un ensemble de causes et de conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas immuable, ça veut dire que ça peut être changé. Mais il faut commencer à mettre un pas après l'autre, et comme ça, de tendre vers le changement. Question, que pensez-vous de l'astrologie qui apporte des informations intéressantes sur la connaissance de soi? Elle apporte des informations, mais ce ne sont que des informations. Si vous n'avez pas de pratique, je veux dire, vous pourrez faire de l'astrologie, on vous dira des tas de choses sur vous, etc. Mais si, si vous n'avez pas de pratique, vous restez dans l'intellect, dans le mental. Donc c'est comme disait, comment il s'appelle, Jung, Gustav Jung, qui disait, une vérité intellectuelle est une piètre vérité. Et Einstein qui disait, la théorie, c'est quand on sait tout sur tout, mais que rien ne marche. Et la pratique, c'est quand ça marche, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et je pense que ça, c'est important parce que est-ce que l'astrologie va vous aider à avoir de meilleures relations avec les autres? Est-ce que l'astrologie va vous aider à avoir davantage confiance en vous? Est-ce que l'astrologie va faire quelqu'un de plus audacieux, de plus intrépide? Est-ce que l'astrologie et toutes les pratiques que vous allez faire, est-ce que je pourrais prendre n'importe quelle pratique comme ça? C'est la question de fond que vous devez vous poser. Si vous voulez de réels changements, c'est parce que vous vous prenez en main et vous commencez à réunir les causes et les conditions de votre bonheur et de votre bien-être. Et ça ne va pas venir tout seul. Alors, je crois qu'on arrive au bout des questions. Oui, voilà. La dépression est-elle le langage de l'âme pour montrer qu'il faut changer notre chemin de vie? Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, forcément. C'est ce que tu viens de dire. Hein. Là, j'ai fait d'ailleurs toute une vidéo sur les... Vous verrez, parce qu'on vous donne quand même beaucoup de gratuit en plus. Hein. Vous avez sur les balades de Bruno, je parle justement de la santé. Nous, on a un rapport curieux avec le corps. C'est qu'on lui demande de se taire. Quand il est malade, on combat la maladie. D'ailleurs, je suis désolé, mais j'ai rien contre Macron, mais quand j'ai entendu dire on entre en guerre contre le Covid, je me suis dit, mais d'abord on l'a favorisé, c'est déjà d'une part, et ensuite, il ne faut pas oublier, c'est très important, si vous avez, on ne parle pas du tout du terrain, c'est quelque chose de très important. Regardez, une plante, si elle a un bon terrain, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se déployer, elle va se développer, et elle sera en bonne santé, elle sera beaucoup plus résistante aux maladies. Et ça, tous les gens qui font du bio, qui font de la biodynamie, le savent. Ils ont des légumes magnifiques. Donc ça aussi, c'est savoir réunir les causes et les conditions de sa santé. Alors que si vous fumez, vous picolez, vous avalez n'importe quoi, vous allez affaiblir votre système immunitaire, le moindre virus qui passe par là, qui vient, et hop, ça y est, terminé, vous êtes emporté. On développe des tas de maladies, et quand la maladie, elle arrive, c'est quoi une maladie? En fait, c'est une information. Donc si vous entrez en guerre contre l'information, c'est comme si vous dites à votre corps, tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Mais en fait, il est en train de vous informer qu'il y a un déséquilibre. Alors au début, ça va être une simple fatigue, mais qu'est-ce qu'on fait? Une simple fatigue, aujourd'hui, on prend des thés très forts, des cafés très forts, même maintenant des boissons énergétiques, on va prendre du Red Bull, je suis désolé, mais c'est une catastrophe. On va se booster parce qu'il faut être au top, il faut être en forme, il faut être performant. Et du coup, on ne s'est pas respecté. C'est-à-dire que l'information qui nous a été, on la switch. C'est comme si vous êtes à bord de votre voiture, il y a un témoin qui clignote, qui vous informe que vous risquez de manquer d'huile. Et si vous ne mettez pas d'huile, votre moteur il va chauffer, puis il va tomber en calèche. Qu'est-ce que vous faites? C'est comme si vous retiriez l'ampoule. Donc vous dites, ça y est, ça marche. Et en fait, quand vous supprimez le symptôme, l'information, c'est exactement ce que vous faites. Donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous dépassez, au lieu de vous reposer, votre corps vous dit, je suis fatigué. Vous dites, ou votre esprit aussi, je suis fatigué, je me repose, je me détends. Et ensuite, vous repartez. Et si vous savez faire ça, vous le faites systématiquement. Alors vous allez me dire, oui, mais la société nous demande d'être performant. Mais justement, c'est parce que vous ne savez pas vous faire des cadeaux. La vie, comme disait Kimby, n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées et de l'appréciation que vous avez de vous. Mais ça, c'est un autre sujet, je pourrais faire une conférence là-dessus. Et donc, au lieu de combattre la maladie, c'est de prendre cette information et de se dire, justement, il y a un déséquilibre. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, on ne parle pas de maladie, on parle de déséquilibre. Et qu'est-ce que va faire un médecin chinois? Il va recréer les conditions de l'équilibre, qui fait que vous allez retrouver votre bonne santé. Et alors des fois, justement, comme vous n'écoutez pas le corps, vous le muselez, et bien après, et puis en plus, vous lui en faites voir de toutes les couleurs avec tout ce que vous avalez,
le pauvre, il fait ce qu'il peut. La vie est une recherche d'équilibre permanente. Mais il y a un moment, il ne peut plus trouver l'équilibre. Donc c'est là où il va y avoir des symptômes de plus en plus importants. Et puis après, c'est le cancer, c'est des choses comme ça, parce que vous n'avez pas su vous respecter et prendre soin de vous. Donc il y a un moment, c'est de se dire, là, et là je touche un sujet tabou, et c'est là où c'est important de se dire, je vais me prendre enfin en considération. Moi j'ai eu des amis justement qui ont chopé le cancer, qui ont tout changé dans leur vie, qui ont tout changé, ils se sont dit, là stop, là je vais trop loin, et ils ont changé leur alimentation, ils ont changé leur train de vie, ils ont réduit leur activité, et là ils se sont dit, maintenant, je prends soin de moi. Et ça y est, une brutale prise de conscience comme ça, de se dire, non, maintenant ça suffit. Et là, il y aurait beaucoup à dire sur la santé, parce qu'on sait très bien à quel point le terrain est quelque chose de fondamental. Et ça, malheureusement, en cette période, ce serait tellement important d'en parler, de se dire si les gens avaient un meilleur terrain, mais ça serait rien, le virus. Notre corps est capable de se défendre si on lui en donne les moyens. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas me fâcher avec certains scientifiques et encore moins avec notre gouvernement, parce qu'en ce moment c'est un peu épouvantable. Mais bon, voilà. Mais et c'est là où c'est important. Il s'agit de votre vie, il s'agit de votre santé, il s'agit de votre bonheur. Et encore une fois, c'est pour ça que moi je partage ces informations, parce que je me dis, c'est quand même dommage s'il y avait un peu plus de gens heureux dans notre société, eh ben notre société serait un peu plus heureuse. Parce que les gens n'arrêtent pas de se plaindre, il n'y a pas d'amour dans notre société. Ah oui, forcément, on n'en met pas. Donc si vous n'avez pas d'amour dans la société, on n'est pas prêt d'en avoir. Les gens voilà, sont très repliés sur eux-mêmes, sont très égocentrés, sont très individualistes. La personne la plus importante, c'est moi, moi, moi. C'est pas ce qu'on construit ensemble. Et je trouve ça un petit peu triste. Donc je pense qu'il faudrait retrouver justement ces valeurs d'amour, de respect, de compassion, de bienveillance. Et nous, c'est ce qu'on amène dans les stages pour montrer aux gens la différence que ça fait, justement, quand on cultive la bienveillance, quand on cultive l'amour, quand on cultive la compassion, quand on cultive l'attention aussi. Parce que l'attention, vous savez, ça a un sens profond, l'attention. Quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, il y a une notion d'amour, de bienveillance. Donc voilà. Alors, bon, moi je vais vous faire un petit cadeau, on arrive à la fin, il y aura peut-être une ou deux questions, je vais y répondre. Mais bon, je vais vous faire un petit cadeau. C'est l'anniversaire de Ressources Actualisation, donc ça se marque. Vous pourrez, d'ailleurs Loïc va vous mettre des choses dans le... Il faut que je retrouve, je ne sais plus où c'est. Donc vous avez 3 cours, 3 cycles de formation. Et vous allez voir, c'est des formations mais extraordinairement complètes. Vous avez tout dedans, de A à Z. On prend point par point, étape par étape. Et si avec ça, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, je vous dis, bon, bah, venez au stage. C'est peut-être pas encore désespéré, pour histoire de vous remettre l'esprit au clair et histoire de prendre votre vie en main. Chaque cycle, vous avez un cycle. Le premier cycle fait 7 semaines de cours. Là, c'est vraiment l'entraînement de l'attention. L'attention sur le corps, l'attention sur le souffle, l'attention sur l'esprit. On apprend à intérioriser la conscience encore plus sur le corps. C'est l'expansion du champ de conscience. Donc là, vous allez acquérir vraiment une stabilité qui va, vous allez voir, en général, au bout de quelques semaines déjà, on commence à voir une plus grande stabilité, un plus grand calme. Et vous verrez d'ailleurs la vidéo dont on vous a parlé, que Loïc vous transmettra, qui est sur Facebook, vous verrez les témoignages. C'est vraiment des témoignages de gens qui pratiquent. Et je suppose qu'il y en a là qui sont présents. Donc c'est le moment, dites à tout le monde comment ça a transformé votre vie. Et vous avez le cycle 2 qui fait 12 semaines. Alors là, vous avez... je n'aime pas le terme boîte à outils, mais vous avez des pratiques, mais qui vont vraiment être d'une aide extraordinairement précieuse dans votre vie, et à tous les niveaux. Et puis, le troisième cycle, c'est pareil, c'est 12 semaines. Donc vous avez 3 cycles comme ça, très très complets, et en plus vous êtes accompagné, vous êtes suivi étape par étape au fur et à mesure que vous avancez. Vous allez en plus faire partie d'un groupe de soutien. On a un groupe qui est extraordinairement dynamique, les gens s'entraident, se soutiennent, je trouve ça magnifique. C'est un groupe qu'on a créé sur Facebook, et moi j'interviens régulièrement dessus, donc il n'y a pas de supplément à ce qui est demandé. Et vous avez, et normalement,
une formation comme ça, j'ai vu sur Internet, c'est pas donné, et je trouve ça dommage. Et justement, moi, je me suis toujours battu pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'à son prix normal, chaque cycle coûte seulement 250 euros, donc c'est vraiment donné. Mais la plupart du temps, on va dire dans 95% des cas, les gens payent 97 euros. Mais ce soir, bon, c'est l'anniversaire de Ressources Actualisation, donc moi je vais vous faire un petit cadeau. Voilà, vous pouvez accéder au cours, parce que moi j'ai envie que tout le monde l'ait, cette démarche. Elle est tellement complète. Donc vous aurez, avec ce code, Bruno, vous aurez chaque cycle à 79 euros. Alors, par contre, on ne peut pas je dirais, rendre cette méthode accessible à trop de monde, parce que nous, on est très vite saturé en messages, etc. Donc, ce code, il va rester actif pendant un ou deux jours, pas plus, parce que nous, après, il faut qu'on assure le suivi. Donc, on ne veut pas trop de monde d'un coup dans les cours. Donc, à chaque fois, c'est pour ça que je fais, sinon, il faudra attendre peut-être la prochaine webconférence, sous réserve qu'il y ait ce cadeau. Là, comme c'est l'anniversaire de Ressources Actualisation, c'est même pas ça le prétexte, c'est plus parce que j'ai envie vraiment, et en cette période qui est un peu particulière, qui est un peu difficile, vraiment que tout le monde y arrive. Vous voyez, on va dire, c'est un bon gros plein d'essence par cycle. C'est ridicule. Et il faut quand même préciser, c'est que quand vous faites la démarche, si vous la suivez, elle va vous servir toute votre vie. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas où elle ne va pas vous servir. Ça va vous servir toute votre vie. Le deuxième avantage, c'est que si vous revenez, par exemple, dans un an, dans 2 ans, et vous dites, voilà, bon, j'ai un peu négligé la pratique, j'ai pas trop fait, ou alors, si, je l'ai bien fait, mais j'aimerais bien la reprendre depuis le début, eh bien, vous ne repayez pas, c'est gratuit à partir de là. Euh, Nous, on est obligé quand même, les gens me disent, pourquoi vous ne faites pas gratuit? Ben, si je fais gratuit, il faudrait que je fasse un autre métier pour me nourrir, et on ne pourra plus, et puis on a des frais de fonctionnement. Vous connaissez les charges qu'on a en France, c'est juste épouvantable, donc on nous assassine bien de ce côté-là. Donc on est obligé quand même de demander un minimum. En dessous de 79 euros, là, on ne peut pas, quoi. Là, c'est quasiment vendu à perte. Donc voilà. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de très complet. Et un autre point que j'ai complètement oublié, c'est vous aurez, si vous préférez, vous avez 3 façons de recevoir les cours. Vous les avez directement sur votre compte, sur le compte que vous aurez créé. Vous les recevrez par mail, mais les mails, c'est pas super fiable. Parfois, c'est bloqué, ça va dans les spams. On a de plus en plus de mal à communiquer par mail. Et sinon, vous pourrez télécharger une application. On a une application. Elle sera bientôt remise à jour d'ailleurs aussi. Et vous aurez une application. Vous pourrez retrouver ça, tous vos cours sur l'application, sur votre tablette. Et comme ça, vous pourrez suivre vos cours. Petite précision pour ceux qui vont la commander, euh, vous recevrez une leçon par semaine. Parce qu'il y en a qui me disent ouais, j'ai reçu qu'une leçon, comment ça se fait? Ben oui, c'est normal, c'est une leçon par semaine. C'est pour respecter la pédagogie, pour que vous n'ayez pas trop d'informations d'un coup. Vous allez pouvoir pratiquer avec ce premier exercice jusqu'à arriver au prochain, et ainsi de suite, et étape par étape. Voilà. Donc comme ça, vous êtes vraiment accompagné. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Hein. Euh, Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Parce que moi, oui, c'était un vrai plaisir. Et donc voilà. Donc vous allez sur ressources actualisation, vous tapez, vous voyez dans les onglets cours, vous tapez sur cours, vous allez avoir une page qui va apparaître. Et là, vous regardez, déjà vous vous informez, vous prenez le temps de regarder, il y a le détail. Vous avez même le détail complet. Si vous allez plus bas, vous pouvez regarder les programmes. Alors bon, ça vous prendra un petit peu de temps parce que c'est quand même très riche. Et vous verrez, c'est détaillé exercice par exercice. Là, on ne peut pas plus complet. Et juste, je vais terminer. Et ensuite, bah, vous cliquez sur le bon de commande et vous commandez. Vous mettez, quand vous avez mis au panier, vous mettez le code Bruno. Et donc là, il va être actif pendant 2 jours. Et vous pourrez bénéficier de cette réduction. C'est juste pour répondre à Xavier, le code est vraiment que pour les cours et non pas pour les Ah livres. oui, alors s'il vous plaît, ne l'utilisez pas pour autre chose. Parce que déjà sur les livres, nous, on ne gagne strictement rien. Donc c'est carrément... donc s'il vous plaît, et surtout pas pour les stages, parce que là aussi on est au ras des pâquerettes. On fait des tarifs vraiment au plus bas. Parce que nous, la location de la maison, les fournitures, tout ce qu'on achète pour réaliser. Parce qu'on a régulièrement des personnes, ouais, vous vous rendez compte ce que vous demandez. C'est... on ne peut pas faire autrement. Vous avez
vous avez des repas à 10 euros, vous avez une chambre à 22 euros, vous avez, on peut pas, On minimise les frais au on maximum minimise au pour que ce soit maximum. accessible au plus grand Voilà, nombre c'est de ça. personnes, hein. Mais en même temps, Ouais. c'est quand même 4 à 10 jours d'investissement personnel. Je vais vous assurer que c'est un stage. Pour nous, il commence à 7 heures le matin, il finit à 22 heures le soir. Donc, et c'est comme ça pendant tous les jours du stage. Donc, pour nous, c'est un investissement considérable. Donc voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit. Et je tiens vraiment à vous remercier. Vous avez été très nombreux ce soir. Je suis Merci très très infiniment. touché. J'espère avoir répondu à vos questions. Maintenant, prenez soin de vous. Prenez votre vie en main. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose Mm. pour que votre vie elle change. Votre bonheur, il ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas dépendre des circonstances extérieures. Vous pourriez être dans les pires conditions et être parfaitement heureux. C'est sûr que si vous avez de meilleures conditions, c'est c'est bien d'en bénéficier. Mais je peux vous assurer, moi qui étais à la rue, je sais ce que c'est d'avoir été SDF et d'avoir un peu vécu toutes sortes de choses. C'est le bonheur, il est vraiment d'abord en soi, dans son état d'être. Voilà. Passez une bonne soirée, on pense très fort à vous. Et puis venez aussi aux méditations collectives le dimanche, vous verrez, ça vous fera certainement du bien. Voilà, au revoir.